Salut à tous, c'est le 13-30. Alors maintenant, on dit plus oui, c'est la rentrée, c'est machin, parce que ça fait déjà un petit moment que c'est la rentrée, mais c'est bien bientôt l'automne. Je sais pas même si c'est pas demain. C'est souvent le 21, ces trucs-là. Tu sais, toi, Lionel? Chez moi, c'est aujourd'hui déjà, Ah, hein. d'accord. Comment tu vas? Alors, on a re-Lionel, parce que ça faisait très très longtemps qu'il n'était pas venu. Et est-ce qu'on a passé de bonnes vacances? Comme la moitié de la France, dans le nord, voilà. Non, non, Ah, ça a ben été oui. voilà, mais Oui, mais tu as eu. du Alors, nord, on a eu les vacances en décalé. D'abord, on a eu les vacances, et ensuite, on a eu le ouais, show. c'est Ce qui est plutôt ça. pas mal. Donc aujourd'hui, tu reviens avec les nouveautés d'Angular 16 et ça c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis un petit moment. Et Ouais. donc c'est cool ça, on va voir ça ensemble les amis. Bonjour au chat, vous êtes déjà à peu près 8 millions à être là avec nous. En tout cas, il y a le 8, c'est déjà ça. On va démarrer, c'est bon pour moi. Et ben, on va y aller alors. Du coup, aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as annoncé, Steve, d'Angular 16, des nouveautés. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des présentations à chaque nouvelle version de framework comme ça, mais là, la 16, elle est un peu particulière et même Mhm. les développeurs de Google on dit que c'était la plus grosse évolution en fait qui a été apportée au framework depuis qu'il a été mis en place avec Angular 2. Donc il y a beaucoup de nouvelles choses. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail si tu veux bien. Ouais. Alors déjà, on va avoir à disposition un nouveau serveur de développement qui s'appelle Vite peut-être en anglais, je pense, qui est basé sur ESBuild et pour le moment qui est en preview développeur. Donc Mhm. on peut le basculer. C'est censé être plus rapide. Alors c'est vrai qu'à la recompile, ça m'a l'air un peu plus rapide, mais j'ai pas fait de projet un petit peu conséquent, donc je peux pas juger. Faut juger sur Ouais. des projets plus gros, plus volumineux. Mais bon, voilà. En tout cas, il est annoncé pour être plus rapide et que ce soit plus efficace en matière de développement. Attends, reviens sur la slide d'avant s'il te plaît. Je reviens. C'est déjà un gros truc ça. Est-ce qu'on est en droit d'être d'avoir peur sur la compatibilité ascendante, le fait qu'on passe sur un nouveau serveur de développement? Sincèrement, je pense pas. Ouais. Je pense pas qu'il y ait de problème particulier à avoir là-dessus. Et on a en fait les deux versions qui sont disponibles. Donc si on a un souci, on peut toujours Hmm. rebasculer sur. Pour le moment, parce que c'est en preview, hein. Ouais. Évidemment, il dit de ne pas l'utiliser pour de la production. Il recommande plutôt de rester sur l'ancien. Donc il y a encore des Hmm. choses à finir, hein, clairement. Mais en tout cas, ça va être un gros changement. Donc sans doute dans la version 17 d'Angular, il va passer en utilisation normale. Hmm. Ok. Et on devrait gagner du temps. Voilà, c'est l'annonce qui est faite. Après, j'ai pas eu le temps, moi, de tester personnellement ce que ça donnait. Ok. Donc après, ça reste qu'un serveur de développement, hein. C'est le serveur en local pour faire ces trucs. C'est pas le serveur de prod, où là, on sera sur autre chose. Un autre gros truc qui était sorti avec la 15, en fait, mais qui là passe en production définitivement, c'est les standalone API. Alors, c'est quoi les standalone API? En gros, quand on fait un projet Angular, on va travailler avec des modules. Et en fait, on va avoir des dépendances assez conséquentes parfois sur des modules. Plus votre module grossit, en fait, plus vous avez d'adhérence avec des composants tiers. Et donc, du coup, la solution avec les modules, c'est de créer un module par composant pour n'avoir que des dépendances qui sont très très légères. Avec les standalone API, en gros, ça va encapsuler tout ça, tout ce boilerplate. On n'a plus de module à proprement parler. En fait, le component est lui-même un module Mhm. et du coup déclare lui-même ses propres dépendances. On le verra tout à l'heure, mais ce qui a changé par rapport à la version 15 dans ces standalone API, c'est que maintenant on a tout un ensemble de schématiques qui sont disponibles. Donc on peut, quand on va créer un projet, on fait un NGNew. Ici on va mettre un NGNew-standalone et du coup il va nous monter le projet en mode standalone. Et du coup à chaque fois qu'on va recréer un composant ou autre chose, il sera automatiquement standalone. Donc Hmm. actuellement on est obligé à chaque fois de dire je veux le composant en mode standalone. Ouais. Donc voilà, il y a des évolutions. Et puis, il y a des schematics pour migrer les projets actuels qui sont faits à base de modules, pour les migrer vers cette nouvelle architecture, entre guillemets, avec les standalone API. Donc, c'est un gros truc, en fait, qui passe en production, là, avec cette version 16. Et les devs d'Angular recommandent de passer sur de la standalone API parce que c'est voilà, c'est plus facile à écrire, plus facile à maintenir. On n'a pas des fichiers modules qui se baladent un peu partout et des dépendances parfois un petit peu tarabiscotées. Donc là, on est Mhm. plutôt pas mal. Euh,
Autre point, alors là, celui-là, j'avoue que je l'attendais avec impatience, c'est au niveau du routeur, en fait, jusqu'à présent, quand on récupérait des valeurs, on était obligé d'appeler le service Activated Route pour récupérer les paramètres. C'était un observable, donc du coup, ça entraînait voilà, ça entraînait pas mal, de petits codes. Là, maintenant, on va pouvoir passer directement les paramètres aux composants, en fait, tout simplement dans la route en déclarant qu'il y a une variable qui s'appelle, initial value, enfin qu'il y a un paramètre qui s'appelle initial value et côté component, on a juste besoin de préciser que c'est un paramètre qui est en input, qui s'appelle initial value, qui est de string et du coup, ça fonctionne automatiquement. On n'a plus besoin de s'ennuyer à faire tout un micmac, je dirais, de code pour récupérer les values, souvent pour les chaîner avec des observables et cetera. Là, au moins, on aura la valeur qui sera, valuée directement, quand le composant sera up. Donc ça, c'est plutôt un très, très bon truc pour faciliter le code. On a en développeur preview également, une amélioration au niveau, je suis désolé pour les transitions, elles sont pas toujours évidentes à faire, c'est plusieurs points, T'inquiète, c'est j'ai pas grave. voilà. Donc C'était pas mal ta transition, tu as un peu tout sauté entre les deux là, ouais, exactement. ça nous a fait reprendre notre souffle, c'était pas mal. Au moins, on voit qu'il y a 2 sujets différents. Du coup, on se dit: «Mince, c'est pas très logique». Bref, le server-side rendering, c'est en fait la capacité, alors ça existe depuis un moment, hein, ça s'appelait Angular Universal, ou c'est server-side rendering qui s'appelle maintenant Angular Universal, je sais plus, il y a des changements de nom. Mais en gros, ça permet de faire générer son site, Angular, donc du coup sur un serveur, ce qui fait que l'utilisateur, la première fois qu'il arrive sur la page, en fait, il va charger cette page qui vient du serveur, qui est déjà entre guillemets «précompilée» Mhm. et ça permet en tâche de fond de charger toute la partie JavaScript, toute la partie dynamique du site Angular qui va reprendre la main dès qu'elle sera up, en fait, elle va reprendre la main sur la partie, servie par le serveur. Et donc, du coup, la grosse amélioration qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, ça détruisait le DOM à chaque fois qu'on passait du mode serveur au mode client. Là, il y Mhm. a quelque chose de beaucoup plus intelligent qui a été fait. Et du coup, a priori, seules les parties changeantes vont bouger et les parties qui sont identiques à ce qu'a servi le serveur ne bougeront pas. Donc, du coup, ça amène plus de fluidité encore. Donc ça, le server-side rendering, on va l'utiliser principalement quand on fait du site internet, parce qu'on a envie que notre page elle arrive tout de suite. Dans les applications métiers, on peut se permettre d'attendre un petit peu. Il n'y a pas Mhm. il y a pas forcément, c'est pas forcément urgentissime. Quand je dis un peu, hein, c'est 2 secondes. Hein, on va pas non plus attendre trop longtemps. Mais quand on est sur du site web, il faut que la personne elle voit le plus vite possible le rendu. Donc ça c'est important. Et puis on va aussi l'utiliser pour tout ce qui est indexation par les robots Google et autres en fait qui indexent les sites vont se servir de la partie server-side parce que la partie Angular propre cliente, c'est pas très facile à indexer. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour le server-side rendering. On va revenir sur du code, me semble-t-il. Et un Mais déjà, élément, on voit que sur les nouveautés qu'on évoque là sur cette version 16, on a des choses qui passent qui sont passées, on va dire, en production, ouais, de preview à release. ouais, Et aussi, on prépare la version prochaine qui sera la version 17 que tu as évoqué tout à l'heure. Donc, ouais, en fait, on c'est a un tout peu le des temps deux. ça. Ouais, en Hmm. fait, c'est un peu tout le temps ça. Et c'est vrai que là, la 16, on dit waouh, il y a plein de nouveautés. Oui, mais il y a plein de nouveautés qui sont en preview, en fait. Et Hmm. souvent, ça prend une ou deux versions. Ça dépend je dirais, des problèmes qui sont remontés par rapport à Mhm. ce qui est fait. Mais ça passe en prod la version d'après ou la version suivante, en fait, ça passe. Et ça permet, en fait, aux gens de tester les choses. Ouais, c'est ça, ouais. Permet C'est de pas mal. monter déjà, d'avoir le temps de monter en Ouais, compétence avant la version suivante. C'est pas mal. exactement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qui est en preview, évidemment, c'est pas conseillé de l'embarquer en prod. Je sais Oui. il y a plein de gens qui aiment bien, je suis sur la dernière version, je suis sur la dernière version. Mais là, le problème, c'est que ces fonctionnalités-là ne sont pas encore estampillées bon pour la prod par Google. Donc, Ouais. voilà, faut peser le pour et le contre en fonction de ce qu'on fait. Autre chose, tout à l'heure, j'ai parlé du routeur là, va nous faciliter la vie, la nouvelle façon d'injecter du coup les valeurs. On a aussi une petite nouveauté sur les inputs, puisque maintenant ils peuvent être required. Et donc, du coup, quand on crée un component, je vous le montrerai tout à l'heure, en fait, on peut forcer que des paramètres soient fournis, en fait. Ça peut être bien pratique parce que des fois, on a des composants un peu complexes, on ne se souvient pas forcément de ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas. Bref, là, on a la petite aide syntaxique. C'est juste, voilà, c'est juste un petit souligné, mais c'est un petit plus. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses encore. On va avoir de l'autocomplétion dans les templates, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc, Mhm. quand on était dans les templates HTML, on n'avait pas l'autocomplétion.
On a une nouvelle, classe qui s'appelle le ng on destroy, enfin, c'est une nouvelle méthode, en fait, ça s'appelle ng on destroy et qui va nous permettre de faire globalement ce que faisait le on destroy d'un component, sauf que là, on va pouvoir, l'utiliser, cibler un objet et lui dire de le détruire et cetera. Donc ça offre un peu plus de souplesse sur le nettoyage des ressources. L'autre point que j'ai trouvé assez marrant, c'est pas une révolution, mais ça peut être pratique quand on écrit, c'est qu'on peut faire maintenant des auto-closing tags. C'est-à-dire qu'en gros, Mm. quand on écrit un tag HTML, il y a toujours la balise ouvrante, la balise fermante. Ben, en Angular, c'est pareil, sauf que la balise fermante, elle embarque pas spécialement d'informations et souvent entre nos 2 balises, il y a pas de texte, en fait. Et donc du coup, plutôt que de réécrire la balise fermante, on va juste terminer par un slash et du Mm. coup, c'est plus concis comme écriture. Autre petit truc hyper utile, c'est le take until destroyed qui va être utilisé pour tout ce qui est observable en fait. Et donc jusqu'à présent, on faisait des patterns. Alors soit on utilisait le pipe A5 si on pouvait, soit sinon il fallait passer par des patterns différents pour détruire nos souscriptions. Là, on a un opérateur RxJS qui est take until destroyed. Donc, du coup, dès qu'on va avoir un observable, on pourra mettre un pipe take until destroyed. Et du coup, quand le composant, c'est lui qui va se charger du contexte. Et du coup, quand le contexte est détruit, il va supprimer la souscription. Ok. Et puis, on va passer sur les tests unitaires. Là, il y a une évolution qui est faite puisque Jest est intégré directement sur la plateforme Angular. Donc ça, c'est une évolution, c'est une preview également, donc à venir pour la prochaine fois. Ok. Et là, en fait, j'ai fait tout ça, mais j'ai pas parlé de l'essentiel parce que là, il y a déjà pas mal de petits trucs, Oui, ça mais va, il y a c'est de quoi pas ça. faire. Ouais, mais c'est pas ça qui fait la révolution en fait. Le gros truc qui apparaît sur l'Angular 16 en preview, hein, attention, c'est les Angular Signals. Si Attends. tu as remarqué, si tu m'as écouté, c'est que j'ai parlé d'observables, etc. En Mhm. fait, on appelle de la programmation réactive avec Angular, et c'est le pattern qui est globalement utilisé quand on fait de l'Angular. Mais il y a des lourdeurs dans tout ça, en fait, et Signals va nous simplifier la chose dans bien des cas. On va passer sur les exemples directement. Donc, je vais vous montrer un petit peu en revue tous les petits trucs qui sont nouveaux. Et puis, on va focuser sur les signals. On va les faire directement par le code. Ce sera plus facile. Hop, c'est parti. Je me mets sur Alors, petite la nouveauté. visibilité. Yes, je vais remonter ici. Non, je peux pas plus. Bon, c'est pas grave. Là, comme vous regardez en fait sur la partie gauche ici, hein, sur cet arbre-là, on retrouve nulle part comment dire, de modules, hein. Donc, comme ce que je vous disais, hein, il n'y a plus du tout de modules en standalone. Donc, j'ai fait un projet standalone. On va avoir un fichier appconfig ici qui va nous permettre de configurer les routes, notamment. Et puis, je vous disais qu'on pouvait binder les URL, hein, sur des composants. Quand on fait ça, il faut rajouter ce petit with component input binding, sinon ça ne marche pas. Si on ne spécifie pas qu'on va utiliser les routes de cette manière-là, ça ne passera pas dans les composants. On a vu également le required input qui était intéressant. Donc là, j'ai fait un petit composant qui requiert une entrée, hein. Donc là, j'ai mis required value, tout simple, et puis le composant, il nous affiche son required value. Donc pour faire simple là-dessus, ben, on va tout simplement aller ici rajouter le component. Hop, voilà, app required input. Donc là, si je le ferme et que je ne spécifie pas la valeur, mon tag, il reste bien souligné en rouge, en fait, et il me dit qu'il y a un problème dans mon template. Il me manque l'input required value. Donc, bah, écoutez, on va la mettre. Required value, voilà, je vais l'appeler Toto. Mhm. En fait, du coup, maintenant, il est content. Il a son input obligatoire. Et du coup, ce qui change, c'est qu'avant, en fait, sans ce petit required trop là, et bien, du coup, je n'étais pas obligé de préciser j'étais pas obligé de préciser ma valeur, ça changeait, je pouvais l'enlever. Et Ouais. du coup, mon composant pouvait du coup ne pas fonctionner en fait. Donc, du coup, pour celui qui appelle le composant, c'est pratique d'avoir ces éléments-là. Donc ça, c'est pour le required input qu'on a vu tout à l'heure. On va aller maintenant regarder un petit peu la partie signals parce que je vous disais, voilà, c'est vraiment la partie la plus intéressante. Alors, j'ai fait un petit, j'espère qu'il va Ah, couper attends, lentement. on a une question. Quel est Ouais. l'intérêt de faire un projet full standalone plutôt qu'à l'ancienne avec les modules? Et ben, en fait, c'est ce que recommandent les développeurs Angular. C'est-à-dire que les modules, a priori, vont être obsolètes à un moment donné. Et eux, ils recommandent de partir sur du standalone, sauf cas particulier. Mais aujourd'hui, pour eux, l'API est suffisante et on peut partir intégralement avec ça.
Alors, il y a rien de ma enfin, je pense qu'il y a rien de magique derrière. J'ai pas été regarder le code, hein, pour être sincère. Mais vous voyez, en fait, ça rajoute sur component le standalone true. On va retrouver les imports qu'on mettrait sur un module. Là, la différence, c'est qu'on peut importer soit des modules, soit des components qui sont standalone également. Donc du coup, c'est comme ça qu'on va créer les dépendances et puis après on retrouve le template et le style URL et en fait ça, je pense que la coquille derrière, elle doit créer le module automatiquement avec un export du truc. Enfin, ce qu'on ferait pour un component normal, je pense que c'est juste embarqué et c'est une simplicité syntaxique. Mais on peut continuer à utiliser les modules, il y a pas de problème. Hem, du coup, je reviens sur mon, observable. Donc là, j'ai rien, j'ai mis 2 compteurs. Donc 2 observables, un compteur et puis un head counter, donc qui va être, un cran en avant de mon compteur. Donc là, je les initialise pour le truc, j'ai fait un behavior subject, hein, mais ça fait des observables derrière, il y a pas de souci. Et puis derrière, je vais souscrire ici, sur mon compteur. Et ce que je veux en fait, c'est que dès que la valeur de mon compteur est incrémentée, je veux que la valeur de mon compteur suivant soit également incrémentée. Et donc du coup, vous voyez un petit peu la difficulté. Donc là, je fais le on-init. Donc je souscris à mon compteur pour récupérer sa valeur et je set la valeur de mon compteur qui a un cran d'avant à la valeur plus 1. Et quand je vais rajouter une valeur, bah, je vais refaire en fait, je vais refaire un observable sur mon compteur. Je vais prendre le premier uniquement, donc je prends juste le premier, je subscribe et ensuite je fais next val. Et comme ici on a souscrit, bah, on va repasser dedans et ça va refaire le job, d'accord? Donc, vous Mhm. voyez un peu la complexité du truc. À l'affichage, je vais juste lancer un petit Chrome. Voilà, il est là. Mon petit Chrome ici, on va le zoomer. S'il te plaît. Ouais, c'est bon là. Donc, je suis sur les observables, je recharge la page. Donc, mon premier, il vaut 0 et puis le head counter, il vaut 1. Donc, si j'ajoute une valeur, voilà, ils s'incrémentent automatiquement tous les deux. Sauf que la logique ici, vous voyez, elle est assez un peu, je veux dire, tarabiscotée, entre guillemets. C'est qu'on incrémente effectivement le compteur 1, c'est ça l'action qui est demandée. Et ici, on a un autre abonnement qui va écouter tout ça. Alors du coup, avec les signals, vous allez voir, on va pouvoir le faire de manière beaucoup, beaucoup plus simple. Alors j'espère que c'est cette page-là. Yes. Donc je vais switcher juste la démo sur Signal ici. Voilà. Donc là, je suis sur la partie avec les signals, j'ai 0 et 1, et j'ai pareil un bouton Add Value. En fait, le truc est beaucoup plus simple. On va avoir un compteur, on va lui dire c'est un signal de 0. On va lui dire qu'on a un head counter qui est en fait une valeur calculée qui prend la valeur de counter ici, on fait un discounter, plus 1. Et donc en fait, ce qui se passe là, donc signal, ça veut dire qu'on va déclarer un signal, donc quelque chose qui est écoutable. Et puis ici, on va lui dire que bah, ce signal-là, parce que c'est un signal que ça va donner, ce head counter, il va être dépendant de counter finalement. Et les deux vont fonctionner de pair. On a juste ces deux lignes-là à faire. Et on a fini, les deux fonctionnent. Pareil, quand on a besoin de mettre à jour la valeur, on a deux façons de faire en fait. On a le this.counter7 et dans ces cas-là, il faut lui donner une nouvelle valeur. Donc ici, on pourrait faire this.counter7, thisCounter plus 1. Soit on a la méthode update ici, qui prend en paramètre la valeur actuelle, et donc du coup, on peut travailler directement avec la valeur actuelle, donc faire une mutation de la donnée. Donc ça c'est les choses qui sont intéressantes avec les signals, c'est que ça nous facilite énormément l'écriture par rapport aux observables. Et puis ça va même un petit peu plus loin que ça, parce qu'on a aussi des effets. Alors les effets, ceux qui utilisent des store NGRX, ils savent ce que c'est, parce qu'en fait, vous changez la valeur, vous changez l'état d'un objet, et puis vous allez appeler une API. Vous allez faire un effet de bord, en fait. Il y a quelque chose qui va se passer ailleurs. Mais on peut le faire aussi avec les signals. Et donc si je viens ici, donc j'ai refait mon petit. Alors j'espère que la route, je vais m'en souvenir. Hop, sinon je vais regarder la route. Mais en gros, c'est le même principe. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait une valeur calculée qui va dire si la valeur de mon compteur elle est paire ou impaire, d'accord? Donc c'est une valeur calculée qui dépend de là. Donc dès que lui va changer, lui ça va changer aussi. Et puis on va faire un effet et on va juste loguer en fait cet effet. This.event, vous voyez, on l'utilise comme si c'était du code normal. En fait, à partir du moment où on va avoir un signal dans un effect ou dans un computed, les dépendances vont être automatiquement créées. Donc tout ça va fonctionner en fait dès que this.event va changer, l'effet va être rejoué en fait. Donc là, on va juste loguer, savoir si c'est pair, et puis on va dire c'est pair ou c'est impair. Et donc du coup, ici, je suis à 0, pardon.
Ici, je suis à 0, donc bah oui, c'est pair. J'ajoute 1, je suis impair. J'ajoute 2, je suis pair, et cetera, et cetera. Alors ça, c'est vachement bien, mais on a une petite coquille, en fait, que je voulais montrer. C'est pas une coquille, hein, c'est juste que c'est conçu comme ça. Mhm. En fait, l'effet, il ne va être exécuté que si la valeur de is-even change. Donc ça veut dire que si je passe de pair en pair, Ouais. et ben, en fait, c'est jamais réexécuté, en fait, Mhm. ici. D'accord? Donc c'est le petit truc à faire attention parce qu'effectivement là on dépend d'un truc qui dépend d'un autre truc et puis à l'arrivée, en fait le truc intermédiaire il change pas, donc toute la pile d'appels derrière n'est pas changée. Je regarde l'heure au passage, ça va on est plutôt tranquille, on est même un petit peu On est en bien, on est avance. bien. Ouais, ouais, on est très bien. Je vais vous faire une dernière petite démo, c'est sur la route. Il faut juste que je retrouve où est-ce que je l'ai mise. Est-ce que je l'ai fait d'ailleurs? Je me sens que je l'ai fait, la petite démo dessus. Ah, ça doit être ça, Signals Components. Non, c'est pas ça. Ah, je sais pas ce que c'est que ce truc. Bah écoutez, on va le faire en live alors, c'est pas grave. On va le faire en Exactement, live. c'est pour ça qu'on était en avance. Allez, bah si, c'est sur Signal Initial Value que je l'avais fait. Alors on va aller voir Signal Components là. Et effectivement, j'ai une valeur initiale, ah bah oui, à partir de laquelle je pourrais incrémenter éventuellement mon compteur. Je pourrais faire un truc comme ça, par exemple. Je récupère mon initial value et en fait, l'initial value, je vais la passer par l'URL. Donc, vous voyez, vraiment très simple, input, initial value. Et puis derrière, on fait ce qu'on a à faire avec. On n'a pas besoin de s'embêter à faire tout le boilerplate de récupération de la valeur dans l'URL. Et donc, du coup, si je reviens sur Signal et que je lui passe 10, donc du coup, qui devrait être son initial value, évidemment, ça n'a pas marché. On va comprendre pourquoi. Initial value, pourquoi, c'est une string, donc on devrait la récupérer. Ah, bah évidemment, ça c'est l'effet démo en live. Signal, c'est bien ça l'URL, je ne me suis pas trompé. Ouais, signal initial value. Donc, ça devrait marcher. Si je mets 20, non, il veut pas. Alors, Sur mon ça va point. être Ouais, le debug rapide en direct si on y arrive. on y va, on y va. Non, ça devrait marcher. Non, ça c'est Space. Je vais juste faire un console log pour voir. Ça, c'est toujours Ouais, le quelques meilleur démos. ami du Ouais, à chaque fois, développeur, ça. je suis un petit peu improvisé parce que Console.log, ça nous plaît. non. Bah non, mais 20, c'est bon. Il m'attrape bien le 20. Alors peut-être qu'on fait un autre truc derrière qui va pas. Ça devrait fonctionner. J'ai sauvegardé le fichier. Bah écoutez, je sais pas, il doit y avoir une boulette. Je vais pas tout débugger là. Ah bah si, voilà, ça marche. Si, si, Et j'avais voilà, peut-être pas dû sauvegarder. Ok, autant pour moi. On était bon. C'est pas le console log, c'est que j'avais pas dû, je pense, sauvegarder le fichier. sans Bref, donc doute. là, quand j'ajoute la valeur, évidemment, ça fonctionne, mais c'est juste pour vous montrer du coup la facilité du coup de passer des paramètres et de les récupérer par rapport à ce Hmm. qu'on a aujourd'hui où on serait voilà, ce serait un petit peu plus complexe. Donc voilà, du coup, un petit peu plus court peut-être que prévu. Et du coup, pour bénéficier justement Ouais, de toutes ces nouveautés sur Angular 16, ouais. qu'est-ce qui convient de faire? Est-ce qu'on a quelque chose Alors, de cette version spécial? de Node, je crois que c'est la version 18 qu'il faut, donc c'est la Mhm. dernière version de Node. Et puis après, il faut aller télécharger le CLI. Alors, le CLI s'installe en local. Je vais vous ouvrir un terminal, ça va être plus simple. Le CLI s'installe en local, en global, pardon, en général, c'est ce qui est présenté dans la doc Angular. En Mhm. fait, on peut faire un npx. Alors là, je vais peut-être pas le faire en entier, mais npx, en fait, ça va exécuter directement, ça va aller chercher un paquet en fait en ligne et l'exécuter directement. Donc là, on peut faire un Angular, ça va être angular-cli/latest par exemple. Je sais pas si je me trompe dans la syntaxe, et puis on va lui dire new project, new Toto par exemple. Voilà, et puis là, on peut lui dire standalone. Et donc là, en fait, je vais exécuter la dernière version d'Angular. Je sais pas si c'est latest, ça se trouve, il va me jeter, c'est peut-être pas le bon nom de paquet. Ah, on a une En fait, question. il va le faire Euh, en local, en fait, du coup. Oui. pour le SSR, il faut un serveur webnode? Point d'interrogation. Alors, pas forcément Node, je crois pas. Ouais, vous voyez, là, ça marche pas. J'ai pas la bonne. Ah, c'est peut-être @latest, @angular_cli, machin, let. Bon, peu importe. En tout cas, la commande, c'est en utilisant npx et en allant chercher Mhm. le CLI.
fait, on va exécuter un Angular en local sur le dossier. Ça peut être bien parce que du coup, on peut avoir plusieurs versions différentes d'Angular sur la machine. Et puis le Node. Et donc, du coup, le SSR, alors, je crois que ça ne s'exécute pas que sur du Node. Sincèrement, je n'ai jamais mis en œuvre, donc je ne sais pas. Peut-être, ouais, si, bah, si, il faut un Express, je pense, derrière. Sincèrement, je n'ai pas la réponse, je ne me suis pas posé la question, parce que Bon, je ce n'ai pas n'est le pas code de grave. confiance. Donc voilà. Ok, J'ai pas de pas- souci. Donc voilà, là j'ai exposé, je pense, les principales nouveautés. Encore une fois, c'est Signal la principale nouveauté, mais elle viendra en mode production qu'avec la version 16, 17, je pense, ou peut-être la 18. Mais en tout cas, pour le moment, c'est de la preview. C'est hyper intéressant, ça ouvre plein d'opportunités. Après, on peut aussi se poser la question de est-ce que ça va être la mort de RxJS, parce que du coup, ça remplace quand même pas mal de choses de ce que peut faire Hmm. RxJS. Mais RxJS est beaucoup plus puissant. On peut faire quand même des choses beaucoup plus puissantes que les signals. Donc les signals, ça va être très pratique quand on va vouloir faire des petits observables, entre guillemets, des petits trucs. Je pense que dès qu'on va monter de manière conséquente sur un projet, on va être obligé d'utiliser RxJS pour optimiser les choses. Ouais. Et puis, ce qu'il faut aussi noter, c'est que toutes les librairies observables permettent enfin toutes, les principales, NGRX qui permet de faire les stores notamment, permet de créer des signals. Donc du coup, jusqu'à présent, on avait des observables, on va pouvoir avoir des signals en entrée et je crois, idem, on peut basculer, on a comment dire, un petit interop qui permet de basculer les signals en observable et inversement. Donc on peut travailler indépendamment avec les deux et du coup profiter de la puissance qui nous convient le mieux en fait en Ouais. matière de calcul parce qu'il y a des fonctions dans ArcGIS qui sont très intéressantes. Allez, une autre question. Euh, alors oui, c'est à la fois une question et une affirmation. Il paraîtrait que les signals ne sont pas faits pour faire de l'appel HTTP. Un avis? Ben, il paraît peut-être, après c'est peut-être une bonne pratique, mais moi quand je vois le effect là, bah, si tu veux aujourd'hui quand tu prends un store, tu fais une action, donc une action ça pourrait être ta méthode, hein, tu mets à jour ton state, donc bah, c'était Signals, et puis quand tu mets à jour ton state, tu envoies un message à l'API pour qu'elle se mette à jour, donc on pourrait faire ça dans un effect. La différence, c'est qu'avec le store de NGRX, on va pouvoir avoir des étapes en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, dire je veux mettre à jour telle donnée. On met un effet dessus qui va faire appel à l'API et ensuite récupérer la donnée et la mettre à jour. Donc ça, on pourrait le faire, hein, parce qu'on va pouvoir avoir des observables sur les HTTP et faire le call HTTP, attendre la réponse et mettre le signal à jour. Donc on peut le faire dans un effet. Je pense que ça pose pas de souci particulier techniquement. Après, c'est dans l'organisation du code. Encore une fois, Signal c'est très bien. Je pense qu'il y a vraiment, ça va nous faciliter la vie sur plein de choses. Je suis pas certain que ça ait vocation à remplir d'autres librairies qui font des choses déjà, je Hmm. dirais, non seulement bien établies, mais en plus avec des patterns qui fonctionnent bien, quoi. Donc, Ouais. je pense qu'on va mixer les deux pour trouver le bon niveau. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, le curseur. Et puis, Ouais. comme on l'a dit, c'est. Alors, je me souviens plus si cette fonctionnalité-là est en preview ou si elle est en release là. Les signals, Ouais. c'est de la preview, hein. C'est de la Ok, donc preview. Ça va on a évoluer. encore du temps pour pouvoir l'apprivoiser. Ouais, exactement. Exactement. Puis après, il y a plein de petits projets qui partent au-dessus, hein. On m'a parlé notamment d'un projet, c'est Emeric qui m'en a parlé, qui était venu l'autre jour, Emric qui me parlait d'un Breton, projet. de la semaine Ouais, dernière. exactement. Qui me disait qu'il y avait un gars qui avait fait un store NGRX-like avec que des signals, en fait. Donc, à voir. Voilà. Il y a après des projets qui démarrent. Peut-être qu'il y aura un outillage full signals Ouais, bien sûr, bientôt. ouais. Mais Ouais. On aujourd'hui, va. je pense que On aura le- une autre édition pour Angular 17, les nouveautés, hein, t'inquiète. On alors fera non, certainement non, ça. alors peut-être Non. pas justement, c'est ce Non. que je disais au début, Ah, toutes les versions ne valent pas le coup de faire forcément une ah oui, présentation. oui, c'est Voilà. effectivement. Oui, parce que tu as dit aussi que ce qu'on a aujourd'hui en preview, c'est pas obligatoirement dans la prochaine Non. version que ça Ouais, passe en release, ça peut prendre plusieurs versions. ouais, Ok. exactement. Très bien, les amis. Alors, vous serez tout à fait heureux d'apprendre que la semaine prochaine, ce ne sera pas à 13h30 le 13h30, mais à 17h. Oh, pourquoi serons-nous heureux? Parce que c'est la suite de notre superbe épisode hors série, les jeux vidéo
C'était mieux avant, point d'interrogation, avec David Rousset et David Catu de chez Microsoft. Donc soyez là, tous les anciens, tous les nouveaux, pour défendre si vous pensez que les jeux vidéo c'était mieux avant, ou alors que les jeux vidéo c'est mieux maintenant. En plus, il y a eu des nouveautés depuis la dernière fois. Baldur's Gate 3, Starfield, venez la semaine prochaine à 17h, ça va être dingue. Merci beaucoup Lionel, c'était très très Ah là, cool, tu vas Angular t'énerver avec 16. Starfield, hein. Non, c'était bien Angular 16, c'était cool ces nouveautés-là. Non, mais c'est vraiment une version, voilà, je pense qu'il faut la tester parce qu'elle est vraiment intéressante. Elle apporte plein de nouveaux trucs par rapport à ce qui existait, Ouais, particulièrement ouais, dans la ouais. façon d'aider. Donc voilà, faut l'essayer. Il faudrait pas perdre pied, quoi. Si tu laisses passer cette version-là, le gap va être plus difficile Voilà, pour la voilà, prochaine. Ok. exactement. Merci à tous, les amis. Salut. À la semaine prochaine, Merci, 17h. bon après-midi.